l'attendiez tous, il est là. Benoît Retailleau. Alors, outre un intervenant ici, c'est aussi un thérapeute et c'est aussi un ami. Et Benoît intervient depuis le départ de nos prestations, puisque tu étais là dès le départ de nos éditions des Journées de la Salamandre et des Journées d'Alchimie. C'est un thérapeute, c'est un ostéopathe aussi, mais il a aussi, Benoît, une démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos intervenants, qu'ils soient géobiologues comme Philippe, qu'ils soient artistes comme Pascal et Antoine, qu'ils soient alchimistes, ils ont tous, ces compagnes et ces compagnons ont tous une démarche spirituelle. J'allais dire en annexe de leur expression. Non, c'est pas en annexe, c'est fusionné avec leur expression. Donc Benoît, moi quand j'ai un problème, je vais le voir et il me soigne en tant qu'ostéopathe, mais aussi il me parle. Et il parle à mon âme. Et c'est pour ça que je suis très heureux chaque fois que je viens te voir. Et c'est vrai que je passe des bons moments. Enfin des bons moments, c'est-à-dire quand je viens te voir, c'est que je passe pas des bons moments, parce que j'ai mal, évidemment. Et tu vois Jean-Michel, j'ai bien fait d'attendre un peu, il y a encore des gens qui arrivent. Hein. Il y a encore domaine d'arriver, dame. Ah, sûr, mais vous êtes à moitié en retard quand même. Et donc Benoît va vous faire sa conférence, qui sera aussi mêlée de questions à la fin. Vous pourrez lui poser toutes les questions, parce que c'est quelqu'un qui va vous enrichir dans ce qu'il est. Parce que moi, je le connais bien et sa présence déjà est apaisante. Enfin bref, tu sais que tu es l'ostéo de la famille Tixier et de la famille Cagniel-Le Gloanec, dont l'illustre représentant, mon oncle, est ici. Voilà. Mon cher Benoît, la parole est à la défense. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci Jean-Michel. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui, même si j'avoue je suis un petit peu stressé. C'est pas un exercice où je suis très à l'aise. Et voilà, dans le cadre de cette journée, je vais vous parler donc de femmes et de santé en général et de la notion de tenségrité. Un petit peu de définition, c'est la partie un petit peu écrite. Le concept de tenségrité émerge dans les années 50, lorsque des architectes et des artistes ont cherché à concevoir des structures dont la stabilité pouvait s'affranchir de la gravité. Jusqu'alors, les édifices étaient conçus par empilement et étaient donc stabilisés par la gravité. La tenségrité, c'est la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Vous allez voir, les structures établies par la tenségrité sont stabilisées non par la résistance de chacun de leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la structure. Concrètement, un excellent exemple, c'est la roue de vélo. Chaque élément est plutôt fragile, mais l'ensemble se tient en équilibre dans toutes les positions, est complètement affranchi de la notion de gravité et est extrêmement résistant et est déformable. C'est également l'exemple du mât de bateau avec les haubans. Sans les haubans, les mâts de bateau peuvent casser assez facilement et ça stabilise la structure et ça lui donne vraiment à la fois de la souplesse et surtout beaucoup de résistance et dans tous les axes. Au départ, ça a été mis en place au niveau d'œuvres d'art. Ici, vous avez ce qui s'appelle la tour des aiguilles. Donc, c'est un agencement de structures rigides et de filins souples. Et il peut monter très très haut sans aucun problème. C'est très stable. Un autre exemple, voilà, exactement sur le même principe. Et ils peuvent complètement se désaxer, aller très loin. Il y a des structures assez importantes. Un autre exemple de tenségrité sont les coupoles géodésiques. Je fais une petite faute. Géodésiques, pardon. Particulièrement développées par Fuller. L'une de ces géodes les plus remarquables, c'est un dôme géodésique transparent de 80 mètres de diamètre qui fut construit sur l'île Sainte-Hélène à Montréal en 1967 pour être le pavillon des États-Unis à l'exposition universelle de Montréal. Et ça ressemble à ça. C'est devenu ce qu'ils appellent la biosphère. Et en fait, réellement, chaque axe est plutôt fragile en proportion de la contrainte qui est supportée. Et on fait le lien assez vite, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, avec le vivant. Donc là, c'est une représentation classique d'une cellule en 2 dimensions, telle que on peut en dessiner en cours de sciences, etc., avec le noyau de la cellule, différents éléments qui permettent à la cellule de vivre et de construire des protéines, et la membrane. Évidemment, en fait, c'est en 3 dimensions.
D'accord ? Toujours pareil, le noyau de la cellule, différents éléments qui permettent de construire notamment donc, les protéines, et puis la membrane. Sauf que la réalité, c'est que c'est comme ça. Le noyau, la membrane et énormément d'éléments tout autour. Et plein de petits traits, ce ne sont pas des artefacts ici qu'ils ont dessinés. Il y a des petits points, ça s'appelle des ribosomes. Je fais une petite parenthèse, les éléments ici, alors je reviens, hop, qui sont représentés là, les mitochondries, ce sont les usines qui fabriquent l'énergie en prenant notamment de l'oxygène et qui transforment, grâce à l'oxygène, ça s'appelle de l'ADP en ATP. Et ensuite, cet ATP est relargué dans la cellule et peut être réutilisé en rééclatant cette protéine créée pour récupérer l'énergie qui avait été utilisée lors de la fabrication. Et il n'y a pas de code génétique pour ça. C'est transmis, c'est présent dans l'ovocyte de la maman. Et on a donc les mitochondries de nos mamans. Et on peut remonter des lignées comme ça, de femmes très très loin. Et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'était une bactérie que les cellules ont utilisée. Réellement, c'est encore un mystère scientifique. Mais sans ça, il n'y a pas d'usine à énergie, et donc les cellules ne pourraient pas exister et fonctionner. Et quand on zoome, ça c'est l'image la plus détaillée à ce jour d'une cellule humaine. On voit la mitochondrie ici. Vous avez ici les parois cellulaires, avec une autre cellule qui va être là, et des ponts qui existent, ce sont des liens qui existent entre les cellules. On retrouve ici, ça s'appelle l'appareil de Golgi. Voilà, il y a des choses. Et vous avez énormément de petites microtubules. Ce sont ces structures-là qui vont former ce qui s'appelle le cytosquelette, qui était très peu étudié. Pendant très longtemps, vraiment, les scientifiques s'y intéressaient pas beaucoup. Sauf que c'est ce qui donne aux cellules énormément de propriétés, notamment des propriétés de tenségrité. Ce sont plein de petits réseaux. Voilà ce que ça donne quand on voit par microscope à balayage électronique une cellule. Énormément de réseaux comme ça, qui forment des petites zones de jonction, et qui vont pouvoir former des petites excroissances qui partent sur les côtés, qui sont extrêmement importantes pour la vie de la cellule. Ce cytosquelette, il est constitué de millions de microtubules de nature différente, qui vont avoir des propriétés différentes. Ça, c'est obtenu par fluorescence, c'est-à-dire qu'ils injectent un produit qui va faire ressortir certains éléments en absorbant. C'est un produit qui est radioactif, légèrement. Et donc, plusieurs types de microtubules. Là, vous avez ce qui s'appelle des tubulines, des tubes d'actine et puis de kératine. Et on voit, ça fait vraiment une organisation. Là, il doit y avoir le noyau qui donne à la cellule des propriétés lui permettant d'encaisser les déformations, mais de pouvoir toujours revenir à une forme de base. Voilà ce que ça donne les réseaux. On retrouve les noyaux des cellules en bleu violacé. Vous avez toutes les microtubules ici à l'intérieur et à l'extérieur également, qui forment des liaisons, qui permettent ensuite des échanges. Et il faut imaginer que ça... c'est pas la bonne diapo. Ok, ce sera après. Ces éléments-là permettent de faire des mouvements au niveau de la cellule. C'est-à-dire, la cellule, quand elle est sur une surface, elle va créer des points d'ancrage et elle va organiser les microtubules pour aller, par rapport à l'axe qu'elle cherche à avoir, pour se décaler, aller créer un point d'ancrage ailleurs, libérer le point d'ancrage à l'opposé. L'utilisation ici, j'avais parlé de l'ATP, au niveau des fibres qui s'appellent les fibres de myosine, c'est l'énergie qui est réutilisée et qui permet à la cellule de se déplacer. C'est exactement le même mécanisme dans les muscles. On retrouve actine et myosine ici, myosine ici, ce sont des constituants. Pour expliquer un petit peu, l'actine va être un petit peu comme un axe et la myosine va avoir un système de 2 petits crochets qui se clipsent dessus, avec un petit ion phosphore ici. Et lorsque il y a, c'est avec des mécanismes qui utilisent le calcium, eh bien, vous allez avoir la formation un petit peu comme des roues de rayons d'une roue de vélo. Et du coup, ça s'enroule.
ce qui va permettre aux fibres de coulisser les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça que lorsque le muscle se contracte, eh bien, il va s'épaissir mais rapprocher ses extrémités. À l'inverse, lorsqu'il se relâche, les structures relâchent les petits rayons et donc le muscle va s'allonger et s'affiner. Avec des éléments, je fais une petite parenthèse, qui peuvent être lésionnels, c'est-à-dire que le stade ensuite, lorsque le muscle est abîmé de contracture musculaire, c'est que les petits ponts phosphore se sont tous rompus et toutes les fibres sont allongées et il y a perte de possibilité de contraction. Et il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à la rupture musculaire, soit de petits faisceaux, soit carrément de tout l'ensemble du muscle, suivant les stades. Donc, souvent, ça casse dans ces zones-là. Mais à l'intérieur de la cellule, c'est exactement le même système qui lui permet de se déplacer. Voilà, donc il va y avoir une zone qui va énormément se densifier, qui va se contracter, et à l'inverse, la zone à l'arrière qui lâche les points d'ancrage et qui ramène. Et au départ, c'était les bactéries se déplacent grâce à ce mécanisme-là, essentiellement. Et on a l'impression que c'est plutôt lent, une cellule, mais en fait, hop, là vous avez des macrophages, c'est un peu flou, qui se déplacent par modification justement tensègre de tout ce réseau fibrillaire. Donc les macrophages, ils ont pour rôle, sont des cellules immunitaires qui ont pour rôle d'attraper tout ce qui est étranger. Là vous avez un très bon exemple avec une petite bactérie. Le macrophage ici qui poursuit s'appelle par chimiotractisme, c'est-à-dire que c'est par réaction chimique qu'elle va suivre, et c'est dans une goutte de sang, avec les globules rouges ici que l'on voit. Il y en a certains qui sont un peu abîmés, qui sont vieillissants, qui sont déformés, les jeunes sont très ronds. Et elle dit ici, hop, elle l'attrape, elle va le dissoudre, elle continue, elle attrape ici une petite zone encore de, sans doute un petit déchet, et elle se déplace comme ça. Et c'est, par rapport à l'échelle, très rapide. C'est un mécanisme vraiment, c'est assez extraordinaire. Hop. Mais voilà en 3D ce que ça donne. Là sur une surface plane, évidemment c'est en relief. On imagine l'ensemble des microtubules à l'intérieur partout qui lui permettent justement d'avoir une forme et de résister à la fois à la gravité, aux contraintes de pression qu'il peut y avoir dans le milieu extracellulaire, et puis d'aller chercher, de se déplacer, d'aller chercher des points d'appui avec les cellules voisines. Je vais ralentir un peu le rythme, j'ai l'impression que ça part vite, non? Comme ça, ok. Merci. Autour des cellules, là vous avez une cellule en verre, et autour des cellules, dans le milieu extracellulaire, au niveau de notre corps, il y a tout un réseau de fibres. Là ce sont des fibres de collagène, c'est ce que les médecins peuvent injecter en chirurgie plastique. Ça fait des réseaux aussi de tubes qui donnent la consistance et le maintien du système extracellulaire et les cellules peuvent se déplacer dedans. Yep. C'était pas du tout. Ah oui, ok. Hop. Peuvent se déplacer, pour certaines, dans le milieu extracellulaire. On arrive à ce qui commence à m'intéresser. C'est le docteur Jean-Claude Guimberteau, qui est un chirurgien plasticien de Bordeaux, qui a eu l'idée de mettre une caméra à très fort grossissement dans les tissus de ces patients. Il opérait principalement la main et l'avant-bras. Il était spécialisé au départ dans ce domaine-là. Pour voir comment ça se passait, parce que toutes les études avant étaient faites sur des cadavres, et donc sur des tissus qui étaient secs. Et il voyait bien, lui, lorsqu'il intervenait, qu'il y avait des comportements différents de ce qu'il voyait quand il travaillait sur les dissections. Et donc, il a promené sa caméra directement, donc il faisait l'incision, c'était avant l'opération, il faisait l'incision là où il voulait opérer, et il plaçait sa caméra, donc c'était un axe, tout simplement, et qu'il baladait directement. Il ne préparait pas, il ne soulevait pas le tissu avant, juste il avançait. Hop. Et ça a donné une petite vidéo, alors là j'en prends qu'un extrait, qui a fait le tour du monde. C'était une révolution dans la vision des choses. Voilà ce qu'il a vu. C'est un énorme réseau de fibres de collagène. Alors, c'est plus flou que ce que je pensais. Vous voyez quand même pas trop mal? Ok. Qui baigne dans du fluide. Il y a plein de gouttelettes. On peut faire la similitude avec une toile d'araignée
en 3 dimensions qui baignent dans de l'huile. Et donc, réellement, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'espace, sauf justement, comme il a incisé, il y en a un petit peu qui suit. Et ça forme des systèmes en 3 dimensions. On voit bien les petites gouttelettes ici, par exemple. Ou là, qui se déplacent. Et en fait, la particularité, c'est que ce réseau de fibres, résiste à toutes les contraintes, dans tous les sens, dans tous les plans, et on est incapable de reproduire ça en mécanique ou en robotique, parce qu'en fait, les fibres peuvent coulisser les unes par rapport aux autres, et on ne comprend pas comment c'est possible encore. Il y a des études actuellement. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on voyait, une organisation... Hop, voilà les petites images. Toc. Par exemple, le filin qui est ou celui-là, le filin qui est un petit peu plus gros ici, s'il approche sa caméra, eh bien, ça va se diviser pour reformer, on parle de façon fractale, à nouveau des câbles comme ça. On voit les points d'ancrage ici, mais pourrait y avoir ce câble-là peut coulisser dessus et venir se coller à l'autre et repartir. Et ça, donc la vidéo elle dure 28 minutes autrement, mais indéfiniment. Il appelait ça le MCDAS, peu importe, hein, pour système collagénique multi-microvacuolaire d'absorption dynamique. Hop. Et il y a plusieurs points vraiment intéressants. On retrouve cette trame-là absolument partout dans tout le corps, c'est ce qui a été appelé le tissu de soutien. Et il n'y a aucune rupture de continuité. Quand on regarde les choses à cette échelle-là, eh bien, la jonction entre du ligament, du muscle, le tissu fibreux, la peau, les tendons, les vaisseaux, tout est en continuité en permanence et tout peut se réorganiser avec le cheminement des nerfs, des vaisseaux qui passent dedans. On voit quelques petits vaisseaux ici. Et sans arrêt, c'est ce qui donne toute l'élasticité. Et en même temps, à chaque fois, lorsqu'il recule sa caméra, ça revient dans une position stable. Et c'est constitué de milliards de micro-vacuoles. C'est lui qui a donc donné ce terme-là et qui est utilisé maintenant. Plutôt de forme icosaédrique. Vous avez là les 5 solides de Platon. C'est beaucoup des configurations comme ça. Je reviens un petit peu, avec des échelles différentes, mais vraiment énormément de triangles, peu importe où on regarde. C'est vraiment... Hop, tchouk, tchouk, tchouk. Et il faut voir que c'est en 3 dimensions. Il a fait une modélisation de ce qui se passait au niveau d'un tendon sous-cutané. On retrouve le tendon ici, avec les muscles, les selles du tendon. Vous avez la peau, le système nerveux, les petites artères, et tout ce réseau-là qui forme ce système-là. Et donc chaque bras est capable de coulisser le long des autres, ou bien de venir se coller. Et donc, il a fait une modélisation dynamique. Ça donne ça. C'est extrêmement déformable, c'est compliqué à rompre, même avec sa caméra, quand il essaye de venir rompre des petites fibres. Il explique qu'il y a une résistance incroyable par rapport au diamètre du câble, un petit peu comme dans les toiles d'araignée. En fait, vraiment, c'est une organisation extrêmement solide. Hop là. Et donc, quand on passe pour des structures plus grandes au niveau du corps, eh bien, on retrouve la même chose. Et là, on va aller doucement vers ce qui concerne la femme. Le bassin, qui est donc un cadre osseux avec un système ligamentaire extrêmement puissant. Là, c'est vu de derrière, comme ça, le sacrum qui va être ici, 5e lombaire, 4e lombaire, le coccyx, les os iliaques, vu de devant qui viennent se fermer avec la symphyse pubienne ici. Et c'est un système en tenségrité, ce qui lui donne à la fois de la stabilité, une stabilité pour le coup intrinsèque, l'os est quand même résistant, ce sont des ligaments extrêmement puissants aussi, mais qui lui donne une relative souplesse et la capacité de revenir à sa position initiale. On le voit lors de l'accouchement, il y a 2 mouvements qui doivent se produire au moment de l'accouchement. Un premier mouvement qui est de contre-nutation, c'est-à-dire que le sacrum va basculer vers l'arrière et les iliaques vont s'ouvrir sur le côté. Le but est d'ouvrir le détroit supérieur pour que la tête du bébé puisse s'engager. Et ensuite, lorsque le bébé sort, pour accompagner le mouvement, vous avez le mouvement de nutation. À l'inverse,
le sacrum vient se fermer en avant, les iliaques se ferment, mais ça ouvre le détroit inférieur. Pour préciser un petit peu, au niveau du bassin, le bassin, donc c'est un cadre osseux qui est fermé en bas par un système musculaire, le périnée. Ce sont des amortisseurs actifs, puisqu'ils peuvent se contracter. Et c'est un système, là aussi, qu'on n'arrive pas à reproduire en robotique ou en mécanique, puisqu'il est capable de compenser quasiment en temps réel, enfin à une vitesse très élevée, très importante, toutes les modifications qui sont apportées en fonction justement de notre posture, notre appui, la façon dont le diaphragme respire, parce qu'il y a une zone au centre qui s'appelle le noyau fibreux du périnée, et la résultante du centre de gravité doit passer par là quand tout va bien, et la résultante de la poussée du diaphragme. Le diaphragme, il s'ancre sur les lombaires hautes, par des piliers de chaque côté, un pilier à gauche et à droite, et il va partir ensuite en coupole, 2 coupoles de chaque côté, avec le centre phrénique, le centre fibreux au centre, sur lequel repose le péricarde et le cœur. Et donc à chaque fois que l'on respire, quand tout va bien, eh bien la résultante de la poussée doit passer par le noyau fibreux du périnée. Et ça, ce qui donne une résistance mécanique. Hop. Et malheureusement, justement aussi chez les femmes, souvent quand il y a eu plusieurs accouchements, mais pas que, eh bien si le diaphragme est pivoté un petit peu, que la cambrure reste un petit peu trop, eh bien du coup la résultante de la poussée du diaphragme va être trop en avant, et on retrouve ça aussi même chez des sportifs, quand la respiration n'est pas bien calée. Et du coup, la résultante va être trop en avant, et ce qui fait que les abdominaux, notamment les droits antérieurs, n'arrivent pas, ils ne sont pas faits pour, n'arrivent pas à lutter contre cette pression, et ça donne un petit ventre sous le nombril. Et c'est pour ça que vous avez des gens même super musclés, et bien malgré tout, ils ont ce ventre-là. Et c'est uniquement une histoire d'axe du diaphragme, parce qu'à la base, il faut que la résultante passe ici. Sur la partie haute du bassin, il y a un système de ligaments, pour le coup, donc ce sont des amortisseurs passifs, qui forment une croix, comme ça, et chez la femme avec le col de l'utérus qui est au centre. Et alors il y a une erreur sur ce schéma, le système d'attache est le long plutôt du haut de la symphyse pubienne, haut et milieu. Par contre là, au niveau du sacrum et du coccyx, c'est l'arrière, ils se sont complètement trompés, parce que l'insertion de cette lame-là se fait sur le haut du sacrum. Et évidemment, le sacrum descend jusqu'au périnée qui serait là, avec le coccyx au bout. Bon. Et là également, la résistante des forces doit passer par cette structure, le col de l'utérus, qui est fibreuse et très résistante. Là aussi, si jamais malheureusement la poussée ne se fait pas, la résultante des forces, ou si par exemple vous avez quelque chose qui fait que ce ligament-là est raccourci, ou peu importe un côté, mais en tout cas que le col de l'utérus n'est plus centré, eh bien évidemment l'utérus, lui, va rester à peu près centré. La résultante des forces n'appuie plus sur le centre de cette croix, mais appuie de façon décalée. Et du coup, le corps, pour résister à ces contraintes, peut créer des fibromes dans l'utérus. C'est-à-dire qu'il va densifier les tissus pour créer un point de résistance mécanique. Et donc, assez souvent, en rééquilibrant les choses, eh bien, le fibrome disparaît. La position des organes, quand la femme n'est pas enceinte, la vessie, l'utérus qui est tout petit ici, et les intestins, etc. Sauf que on va passer de cet état-là à ça en 9 mois. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut un système de tenségrité, donc souple évidemment au niveau de la paroi de l'utérus, mais un système de tenségrité extrêmement efficace au niveau des ligaments, au niveau de la paroi abdominale, au niveau de tout le système d'attache postérieur, parce que les contraintes sont gigantesques très rapidement, surtout à partir du 3e mois, et les déformations mécaniques vraiment, encore une fois, très importantes. Et malgré tout, il faut continuer à résister à la gravité. L'axe de gravité, enfin le corps de la femme se décale, puisqu'il y a du poids en avant, il faut contrer un peu en arrière. Il y a une hyperlordose, de toute façon une hypersyphose aussi, mais il y a une hyperlordose qui se met en place, avec les ligaments qui sont énormément tractés vers l'avant. Et c'est un jeu d'équilibre. Pour faire ça, il y a la colonne vertébrale. Quand on pense, c'était rigolo, je ne sais plus qui en a parlé, quand on pense aux colonnes, on pense aux structures justement d'architecture, qui étaient faites pour résister à la gravité, sauf que notre colonne, elle est comme ça.
qu'effectivement, dans le plan frontal, vu de face, ça y ressemble, mais alors de profil, pas du tout. Mais c'est ce qui lui donne, quand on rajoute les disques intervertébraux, les systèmes de ligaments, les muscles profonds, les muscles moyens et les muscles superficiels, une énorme capacité d'adaptation en 3 dimensions et en permanence. Et c'est également, évidemment, un système Tensegrè que l'on prenne à grande échelle, à une échelle moyenne ou à l'échelle plus petite, plus précise. Donc, voilà une modélisation. Globalement, le corps de la vertèbre, les axes sur les côtés, les transverses, les épineuses derrière, et on peut vraiment reproduire des modèles qui vont imiter les mouvements de la colonne, sachant que, globalement, les systèmes intervertébraux, c'est un système de trépied. Vous avez le disque à l'avant, qui est comme une pastille de caoutchouc, comme un silent block, qui sert à amortir, à bouger dans tous les sens. Et puis 2 articulations à l'arrière, 2 articulaires, et qui vont pouvoir guider les mouvements. Hop. Il faut, je leur ai dit, une très très grande adaptabilité. Il y a des modélisations également de tout le système du bassin, du pelvis, avec les fémurs, modélisation de la colonne, on peut faire aussi les jambes, tout le squelette. Et sans oublier la nécessité d'une adaptation rapide du corps de la femme au mouvement du bébé. Hop. Parce que les femmes, celles qui ont eu des enfants le savent, un bébé, ça bouge énormément. Donc ça, c'est une IRM qui a été réalisée en 2020, c'est tout récent, en temps réel. Et là, il s'amuse. Faut beaucoup d'élasticité. Je laisse ça un petit peu, je vais rajouter des petites choses. J'avais des petites images, mais finalement, je ne vais pas les présenter. Elles ne sont pas très intéressantes, je vais plutôt expliquer comme ça. Je voulais parler justement du mécanisme de l'accouchement. Parce que c'est un système mécanique, justement, qui se met en place et qui fait intervenir les principes de tenségrité. À un moment donné, il va y avoir un appui sur le col de l'utérus. Un appui beaucoup plus fort, parce qu'avant, il y a tout le système de la poche des os, tout le système hydraulique qui fait amortisseur. Et à un moment donné, il va y avoir un appui vraiment très focalisé. Le col va commencer à être mis sous contrainte, à être écrasé, et va commencer à faire sécréter de l'ocytocine, qui est une hormone qui a énormément de rôles au niveau du corps. Le premier rôle, c'est que ça va déclencher les contractions de l'utérus, surtout les contractions qui vont être localisées sur le dessus et sur le côté, qui va donc amener la poussée vers le bas. Ça augmente l'appui sur le col de l'utérus, ça augmente la production d'ocytocine, c'est vraiment un phénomène mécanique, et c'est pour ça que plus ça va, plus les contractions sont intenses et rapprochées. Et le col finit par complètement être effacé et écrasé. Mais l'ocytocine a un rôle aussi pour déclencher l'allaitement. Et je vais parler un petit peu d'allaitement parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a également beaucoup de découvertes, il y en a qui ont été faites encore il y a à peine un an là-dessus. Au moment de l'allaitement, il va y avoir une captation de la salive du bébé qui est faite au niveau de certaines petites glandes qui n'avaient pas été détectées jusque-là, qui vont donc se remplir de la salive du bébé dès les tout débuts de succion. Et il y a un circuit très court, immunitaire, qui se met en place, et la maman va fabriquer des anticorps extrêmement rapidement, qu'elle va donner dans le lait, d'accord ? Par une analyse donc de la salive. Et c'est un mécanisme plus rapide que quand elle doit elle-même se défendre contre des virus ou des bactéries, enfin des agressions. Et donc ça immunise extrêmement vite le bébé en temps réel. Et vous avez un autre mécanisme aussi, ce sont les bactéries et les anticorps qui sont présents dans l'abdomen, dans les intestins de la maman, qui vont migrer, et on ne sait pas du tout comment c'est possible. Pour le moment, ils n'ont pas trouvé de chemin ou quoi que ce soit, mais qui vont être emmenés là aussi vers les alvéoles et vont être expulsés dans le lait maternel, et donc vont contaminer le bébé pour que justement il puisse fabriquer sa flore intestinale en lien justement avec ce qu'a la maman, enfin la flore de la maman.
Et la maman va elle-même avoir du coup les anticorps ensuite pour travailler contre ça. Donc le biberon, et c'est chaque femme, alors là vraiment, j'aurais jamais ce choix à faire, donc tout va bien, qui choisit, etc. Mais vraiment, le biberon n'a rien à voir avec l'allaitement. On ne parle pas non plus de toute la mécanique liée à la mâchoire, liée aux odeurs, liée au travail, voilà, tout ce qu'il peut y avoir aussi au niveau énergétique, plein de choses. Alors, voilà, merci de votre attention. Et merci à Laurent et Jean-Michel. Merci. C'est ouvert aux questions. Merci. Voilà, une première question, David. Compris quelle est la différence entre la membrane dont vous avez parlé, qui était soi-disant, enfin, découverte par le professeur, et les fascias, qui sont quand même quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. J'ai pas compris, c'est deux choses différentes. Non, enfin, les fascias sont constitués en partie de ce système MCDAS, comme il l'a défini. Donc tout ce qui va être tissu de soutien, c'est-à-dire que même le péritoine, qui est un fascia, en fait, tout est fascia. Et c'est le corps entier, ce sont juste des fascias qui ont, comment dire ça, qui ont ensuite pris des chemins différents dans la construction et dans l'organisation cellulaire. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un seul type de cellules qui vont se différencier uniquement par rapport aux contraintes mécaniques et à leur emplacement les unes par rapport aux autres. On pensait au départ que c'était des réactions chimiques, etc. C'est pour ça et en fait, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'au départ, il n'y a pas d'expression génétique dans le développement, donc les premiers stades de l'embryon, quand il y a juste des divisions cellulaires. Et ensuite, le système continue à se développer, l'embryon va continuer à se développer, va former des feuillets. Il y a un premier feuillet, puis un deuxième, puis un troisième qui se met au milieu. Et à chaque fois, c'est que les cellules, suivant les contraintes qu'elles subissent, vont aller sélectionner certains gènes qu'elles vont exprimer et donc prendre des caractéristiques, y compris après prendre des caractéristiques de vaisseaux, de parois de vaisseaux, ou bien de neurones, ou bien de cellules musculaires ou de cellules osseuses. Et il va y avoir des cellules qui vont rester en partie indifférenciées, enfin moins différenciées en tout ça, moins spécifiques, et qui vont former le tissu de soutien. Et les fibres de collagène en question, ce ne sont pas les cellules, c'est les cellules qui vont sécréter ça dans le milieu extracellulaire. Donc ce sont vraiment des assemblages de protéines qu'elles fabriquent, qu'elles mettent entre elles pour constituer le milieu environnant. Et ça forme les fascias. Et c'est pour ça que les fascias, c'est un organe à part entière, en fait, et qui connecte absolument tout, et qui a des propriétés encore assez méconnues. Hein. On sait que ça existe depuis longtemps, mais les fascias étaient peu considérés en médecine. C'était du tissu de soutien, alors qu'on commence à se rendre compte que c'est un rôle énorme dans le maintien, dans le système immunitaire, dans le système de maintien de la température, maintien du pH, maintien de pression. C'est majeur, en fait. Il y a de la mémoire dans les fascias. Hop. Oui. Quel est votre rôle en tant que naturopathe, ostéopathe par rapport aux fascias ? Alors, autant que par rapport aux autres structures, en ostéo, on s'intéresse à vraiment l'ensemble du corps et l'ensemble des tissus. Il y a, il n'y a pas de priorité ou il n'y a pas d'axe. Après, il y a des ostéopathes qui ont des affinités différentes, qui vont aller plus travailler le système musculo-squelettique, d'autres plus le système crânien, plus le système digestif ou plus les fascias. Mais à la base, c'est absolument tout. Le but principal, c'est uniquement un but de redonner de la mobilité. On va partir sur quelque chose, je vais rebondir là-dessus, ce qui n'a rien à voir, mais en médecine chinoise, peut-être que vous avez entendu ça, ils définissent le chaud et le froid, et puis le sec et l'humide. Et c'est des combinaisons de ça, vous avez le chaud sec, le chaud humide, le froid sec, le froid humide. Et en fait, le chaud, c'est l'état inflammatoire, et le sec, c'est l'état fibrosé.
Donc, par exemple, quand vous faites une entorse externe, toutes les parties qui ont été mises en contrainte d'étirement vont s'inflammer. C'est pour ça que ça gonfle. D'accord ? C'est plein d'eau, c'est douloureux. Mais en fait, la partie qui est mise en compression, elle va donner un froid sec. C'est un blocage, en fait, mécaniquement. Et ça circule beaucoup moins bien à cet endroit-là. Et donc, le travail de l'ostéopathe va être de libérer le point de blocage. Le système, le corps s'équilibre en permanence et du coup, il va naturellement diminuer l'inflammation. On peut aussi travailler sur l'inflammation, mais globalement, c'est un système comme ça d'équilibre. Et donc, pour les fascias, c'est avant tout redonner de la mobilité, libérer les adhérences. Et voilà, il faut que ce soit souple, que ce soit bien hydraté, que ça circule. Et donc, que pensez-vous des dérivatifs par rapport aux fascias ? Très intéressant. Ouais, ça dépend des applications et de toute façon, il faut essayer. Ça ne veut pas faire de mal, mais oui, très intéressant. Il y en a de plusieurs styles. Et, ça dépend de ce qui est mis par rapport à... je ne sais pas comment dire ça, ça dépend de ce qui... C'est pas du tout ma spécialité, mais ça dépend de c'est une dame qui m'a expliqué ça. Ça dépend de ce qui est mis dedans. Du froid ? Non, c'est du froid. Bain dérivatif. C'est du froid. C'est du froid sur le froid. Ah oui, c'est juste... Oui, les fesses dans une bassine. D'accord. Les fesses. Ok. Alors, pareil, ça va dépendre du... Ah oui. Alors, j'étais pas du tout dessus. D'accord. Alors, en fait, le principe, c'est que le corps équilibre tout le temps les choses. Et donc, l'état inflammatoire, c'est du chaud humide. D'accord ? Il y a du chaud sec, c'est un état inflammatoire typique au niveau du canal carpien, par exemple. D'accord ? C'est inflammatoire, ça fait mal la nuit, ça réveille, etc. Mais c'est pas gonflé. Vous avez le froid humide, c'est le froid qui est aggravé par l'humidité ambiante. Les gens qui ont eu des séquelles de fractures, qui vont dire « je sens que le temps est humide, qu'il va pleuvoir bientôt, il y a de la douleur qui a augmenté ». Tout ce qui est un peu certains processus dégénératifs d'arthrose et autres. Et puis le froid sec, c'est vraiment la fibrose, les adhérences, c'est tout bloqué, ça ne circule pas du tout. Et donc, dans le principe, c'est que si vous mettez la même chose que ce qu'il y a, c'est-à-dire si c'est chaud, le problème est chaud, qu'il soit sec ou humide, que vous mettez du chaud, ça va aggraver le problème. Vous faites une entorse, c'est tout gonflé, vous rajoutez du chaud dessus, ça va bien se passer. D'accord ? Il faut mettre du froid. Et donc, ce système de refroidissement du périnée va être très intéressant s'il y a un état inflammatoire. Quel que soit l'état inflammatoire. Quel que soit l'état inflammatoire, exactement. Après, il y a sûrement des petites subtilités, mais le principe, il est là. J'étais pas du tout dessus. C'est moi, oui. J'avais une question sur le collagène. Vu que c'est des fibres de collagène, on voit plein de publicités sur les compléments de collagène, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça ? Parce que moi, personnellement, j'y crois pas trop, les compléments. Et si ça se trouve, je devrais peut-être y croire. Pour le collagène, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour booster justement cette production de collagène pour que toutes ces fibres-là se refassent plus naturellement et que ça bouge plus dans le corps, quoi. Alors, l'apport va être important parce qu'effectivement, s'il y a des carences d'éléments qui sont nécessaires pour constituer le collagène, pourquoi pas, notamment c'est tout ce qui va être cartilage qui apporte aussi pas mal de collagène. Donc, il y avait toute une mode de manger du cartilage de requin, des choses comme ça. Et effectivement, le corps va pouvoir transformer ça et s'en servir un petit peu plus facilement. Donc, je n'ai pas vu d'études plus poussées que ça, mais peut-être que ça existe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est l'activité physique. Tous les mouvements, justement, qui vont aller chercher les fascias profonds et toute la circulation, tout ce qui est utilisé. Alors, le yoga, évidemment. Il y a une méthode ancestrale qui s'appelle les 5 Tibétains. C'est assez intéressant à aller voir. Et puis, plus récemment, il y a eu le Pilate. D'accord ? Mais globalement, c'est clairement le mouvement qui va faire que les cellules vont constituer du collagène autour d'elles et faire celluliant, en fait. Manger, par exemple, des compléments de collagène marin, souvent c'est collagène marin, souvent ce genre de choses. Parce que moi, je ne pensais pas qu'en ingérant on pouvait retransformer... Parce que c'est le corps qui crée le collagène, ce n'est pas un apport externe.
Non, extérieur. complètement. Ouais. C'est le corps qui le crée, mais après, en ayant des composants en plus grande quantité, peut-être qu'il s'en sert un peu plus. Avec une alimentation équilibrée, je vois pas trop l'intérêt. D'accord. Mais après, je suis pas spécialiste de ça. Peut-être qu'il y en a qui auraient une réponse là-dessus. Merci Benoît. Tu parlais de la mémoire du fascia, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a une mémoire d'événements qui est possible de percevoir, et il y a sûrement une forme de mémoire énergétique. L'orientation de ces faisceaux se modifie en fonction des événements, et ça modifie l'élasticité et la capacité de circulation et de drainage au niveau de ce tissu de soutien. Mais il y a sûrement quelque chose d'un peu plus complexe. C'est du fluide. Pendant longtemps, c'était décrit comme du liquide, c'est de l'endolymphe, ça s'appelle. C'est pour ça que dès que vous égratignez un petit peu la peau, il y a un liquide blanc qui se feinte, puis jamais vous n'êtes pas allé jusqu'à saigner, mais même de toute façon. Et ce liquide blanc, c'est de l'endolymphe, qui a des propriétés en physique donc de fluide. Et le fluide, l'eau est un élément très particulier parce que c'est à la fois un liquide et à la fois un fluide. Il a les deux combinaisons. Il y a deux types d'eau dans un seul... au sein d'une bouteille d'eau, par exemple, en termes de propriétés physico-chimiques. Et cet endolymphe a un peu des caractéristiques qui s'en rapprochent, et donc garde une mémoire des choses, comme la mémoire de l'eau. Et ce qui est assez surprenant, c'était au départ j'étais très très cartésien, donc tout ça m'était complètement étranger. Quand j'ai fait mes études, on avait des profs, c'était souvent les plus âgés qui nous parlaient de ça, et j'écoutais sans beaucoup d'attention. Parce que ça me paraissait vraiment très perché. Sauf qu'à partir du moment où j'ai commencé dans ma pratique à vraiment me mettre en écoute, c'est-à-dire à moins être moi effecteur, mais plutôt à recevoir les informations, j'ai commencé à avoir des informations que je ne pouvais pas expliquer avec un raisonnement cartésien. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à d'autres voies. Et notamment, on a de temps en temps, même très régulièrement, des informations qui viennent... et voilà, c'est inexplicable. Des fois c'est des mots, des fois c'est des images, des fois c'est des impressions, des fois ce sont des émotions. Et c'est clairement communiqué par la mémoire du corps, et je ne pense pas que ce soit la mémoire des organes, parce qu'on n'est pas connecté aux organes à ce moment-là, on est un peu dans l'ensemble, mais on est surtout sur le tissu de soutien. Et c'est chouette. Tu veux dire un mot de conclusion? Non, ça y est, le stress commence à descendre. Moi j'ai une question quand même. Comment on fait là pour communiquer avec nos cellules? Je pense que c'est en permanence. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui faisaient beaucoup de méditation, en fait, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais en pratiquant, ça devient assez simple. Personnellement, j'ai pas d'expérience là-dessus. Je suis un néophyte sur ce chemin-là, mais je trouve ça très intéressant. Et réellement, en fait, la mémoire contenue dans les gènes, je ne sais pas si je vais parler de ça la dernière fois, mais la mémoire contenue dans les gènes ne code pour à peine 25% de ce que l'on est, et encore c'est sûrement beaucoup moins. Et en fait, c'est plutôt comme un livre de recettes de cuisine, et la cellule, lorsqu'elle a besoin de créer un type de protéine, elle va chercher dans le code génétique comment faire. Après, la mémoire qu'il y a autrement, elle se fait au niveau de la membrane cellulaire, mais sûrement toute la cellule, c'est assez complexe, et dans les connexions qui se font entre les cellules. Et ce qui est constaté, c'est qu'un événement qui arrive à un endroit est communiqué à une vitesse très élevée, grâce notamment à ce qui s'appelle les cytokines, c'est des toutes petites protéines, et qui sont véhiculées à la fois par le sang ou par la lymphe, ou dans l'endolymphe, et qui vont donner l'information à l'ensemble du corps extrêmement rapidement. Et ça garde des... J'ai l'impression qu'il baisse.
Pardon. Et ça garde des... Ah oui, pardon. On en garde la mémoire. Et donc, il y a des gens qui sont... Comme en étant extérieur, on arrive à ressentir ça, c'est sûrement possible pour soi-même de le faire. Et puis, d'aller remonter sûrement dans les lignées, puisque on garde la trace comme ça en montant très très loin. Et il y a des gens qui arrivent à voir, notamment par des rêves, des fois, ou dans des méditations, qui racontent des histoires, et en regardant, finalement, c'était des histoires qui appartenaient à des ancêtres, des choses qui s'étaient passées. Et j'ai un exemple, le premier qui m'a vraiment interpellé. J'ai une patiente qui est venue et elle ne pouvait pas s'approcher d'une fenêtre dès qu'il faisait nuit. Impossible. Elle n'avait jamais fermé de volet ou de rideau de sa vie. Impossible. Et c'était comme ça, depuis toute petite. Et puis un jour, elle va voir un vieux monsieur à Comquier, un magnétiseur, pour d'autres choses, c'était pour des verrues, et qui lui dit « Oh là là, vous avez un problème dans votre lignée, si vous voulez, je m'en occupe. » Et donc, il a dit, donc la dame m'a dit « D'accord ». Et elle dit voilà, en rentrant chez elle, elle n'a même pas fait attention, elle a fermé ses volets. Et c'est son mari qui lui a dit c'est la première fois que je te vois fermer les volets. Et plusieurs mois plus tard, mariage donc avec des oncles, des tantes, etc. Et là, plusieurs personnes qui se mettent à raconter, que des femmes, qui se mettent à raconter, elle dit non, j'ai plus peur du noir, j'arrive à fermer. Alors c'était à des échelles différentes suivant les personnes. Mais en gros, il y avait vraiment ce problème-là. Et il y a une grande tante qui raconte ah oui, mais on a une ancêtre à Nantes. Son mari était alité, était très malade. Ils habitaient au rez-de-chaussée d'une petite ruelle à Nantes. Et il y avait un ivrogne dans la rue. Alors elle a ouvert la fenêtre pour l'engueuler. Et en refermant la fenêtre, l'ivrogne a lancé un pavé qui est tombé sur la tête du monsieur, qui est décédé. Et donc, elle ne pouvait plus, elle, en tant que petite fille, et d'autres dans cette lignée, ne pouvaient plus s'approcher d'une fenêtre. Et ce monsieur, je ne sais pas comment, je suis allé le rencontrer, on a discuté, il est décédé malheureusement depuis, et lui, il explique que c'est uniquement des connexions énergétiques dont on garde les traces, y compris physiquement, et donc on peut couper ça. Il coupe les problèmes transgénérationnels. Alors là, ça échappe encore à mon domaine, mais c'est fascinant. C'est la géobiologie du corps. Exactement. Merci Benoît Retailleau. Avec plaisir. Merci à vous.